Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Beyrouth. L'invité d'Ici Beyrouth aujourd'hui, Asma Andraos, professeur d'université et activiste politique. Bonjour Asma. Bonjour Serge. Le Liban est sans chef de l'État depuis le mois d'octobre, depuis la fin du mois d'octobre, après le départ de l'ancien président Michel Aoun. Et depuis, plusieurs séances parlementaires consacrées à l'élection d'un président se sont tenues, mais elles se sont toutes soldées par des échecs attribués par plusieurs analystes politiques à l'incapacité des grands responsables libanais, des chefs des partis, à s'accorder sur ce successeur à Michel Aoun, le nouveau locataire du palais de Maabda. À votre avis, quels sont les facteurs de blocage ? D'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Ensuite, il serait, je pense, juste de noter que nous sommes non seulement sans présidence de la République, nous sommes dans le cadre d'un gouvernement qui au mieux peut expédier, et encore, il y a un contentieux constitutionnel autour, au mieux peut expédier les affaires courantes, et un Parlement qui n'arrive pas réellement à se réunir et à faire son travail. Donc nous sommes effectivement un pays en déroute, sans capitaine, un navire qui se noie sans commandant. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Donc d'abord, il faut faire ce constat, il est effrayant, je sais, il est effrayant pour nous, Libanais, 4 millions d'entre nous, Libanais du Liban, et 15 millions de Libanais en dehors. C'est un constat effrayant. Est-ce que c'est volontaire, à votre avis ? Je me pose souvent cette question, Serge. Est-ce que c'est un hasard, tout ça ? Est-ce que tout ce qui se passe depuis 2019 est un accident ? Ou est-ce que c'est un plan diabolique et très bien étudié, qui a commencé par le défaut non négocié et non structuré, et qui aujourd'hui nous emmène à être, comme je disais, des citoyens laissés à eux-mêmes, un État en déréliction, des institutions qui ne fonctionnent plus. Est-ce que c'est un hasard tout ça, ou est-ce que c'est délibéré ? Est-ce qu'il y a quelque part des entités, ou même des individus, ou des partis politiques, ou des forces politiques, ou des forces de l'ordre mondial, que ça arrangerait que le Liban disparaisse, que le Liban comme on le connaît disparaisse ? Alors pour revenir à la présidence de la République, je me demande souvent quel genre de pilule prennent nos gouvernants, nos irresponsables responsables. Qu'est-ce qui leur fait penser qu'ils ont le temps de tergiverser, de ne pas aller à des séances parlementaires, de ne pas se réunir, de ne pas rester là-bas 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils trouvent un président ? Comment est-ce que c'est acceptable, dans la situation dans laquelle on est, qu'ils puissent, eux, se dire qu'ils ne peuvent pas faire plus ou mieux que ça ? Est-ce que ce n'est pas une aberration ? Est-ce que nous sommes vraiment un pays dans lequel on peut perdre du temps aujourd'hui ? Chaque heure qui passe est une heure qui nous coûte des jeunes qui s'en vont pour ne plus revenir, qui nous coûte des gens qui sont dans la pauvreté alors qu'ils ne l'étaient pas, qui nous coûte des hôpitaux ou des institutions de santé qui sont obligés de mettre la clé de fermer, qui nous coûte des institutions d'éducation qui n'arrivent pas à faire leur travail comme il faut. Ça coûte beaucoup de choses à un pays, une crise comme celle-ci. Ça coûte beaucoup de choses à toutes nos forces vives, à toute notre jeunesse qui s'en va. Et beaucoup évoquent des politiques de vengeance pour servir des intérêts personnels. Alors ça, c'est une autre question que j'adresse cette fois-ci aux chefs de partis politiques. Peut-être pas tous, mais j'espère que ceux qui nous écoutent sauront lesquels on vise. De quel droit est-ce qu'ils peuvent kidnapper le Liban comme ça ? De quel droit est-ce qu'ils ont décidé que le Liban était une petite province qui leur appartenait et qu'ils pouvaient en faire ce que bon leur semble ? De quel droit est-ce qu'aujourd'hui, les institutions qui ont le plus accès à des ressources, à de l'argent, à du cash, sont les institutions d'un groupe de terroristes, d'une milice, qui non seulement contente d'avoir hijacké la décision souverainiste de l'État libanais, est devenue reconnue mondialement comme étant un super pouvoir du narcotrafic. Vous parlez implicitement du Hezbollah qui, selon son chef, Hassan Nasrallah, appelle à l'élection d'un président de la République qui ne soit pas soumis au diktat des Américains, notamment. Alors, on va le prendre au mot. Si lui souhaite un président de la République qui ne soit pas soumis à des diktats américains, vous aimez bien toujours relancer tout ça sur les Américains, et que moi et d'autres comme moi souhaitent un président de la République qui ne soit pas soumis à des diktats iraniens, est-ce que la neutralité ne serait pas une solution ? Est-ce que ce n'est pas un début de sortie de crise que d'accepter l'idée que nous sommes un pays trop petit, trop diversifié, c'est à la fois une grande force mais une grande faiblesse aussi, on l'a vu, qui ne pourra
se reconstruire et construire un État digne de ce nom qui puisse apporter à ses citoyens de la dignité, de la stabilité, de la prospérité, que si on devenait officiellement un pays neutre. Cette neutralité positive prônée par le patriarche, prônée par Kelké, et sur lequel je pense beaucoup de Libanais pourraient être d'accord si on pouvait avoir droit à un census ou à une question comme ça d'ordre national à la portée de tous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à élire un président? Parce que nous n'arrivons pas à faire de cette échéance une échéance libanaise. Vous évoquez le patriarche qui a appelé à plusieurs reprises justement à cette donc neutralité du Liban. Outre cette question de neutralité, ce n'est pas quelque part un peu l'identité justement de quel Liban cherchons-nous? Quel Liban veut-on reconstruire? Absolument, parce que je pense que nous sommes tous assez intelligents, quel que soit le camp politique auquel on se sent plus proche, duquel on se sent plus proche, pour accepter l'idée qu'il y a un system failure. Il y a un logiciel à réinventer, si je puis le dire ainsi. Sur quelle base, Madame Andraos? Pour le reconstruire, est-ce qu'on ne doit pas d'abord se mettre d'accord? Vous le dites, et je trouve que c'est une très bonne question. C'est la question, je pense. De quel Liban on veut? Est-ce qu'on a envie d'un Liban ouvert sur le monde, sur les libertés, prospère, stable, réconcilié avec son environnement naturel et avec le reste du monde? Ou est-ce qu'on veut un Liban va-t-en-guerre qui va en principe faire de la résistance? Ça reste à définir parce que je répète, d'un groupe de résistance, ils se sont transformés en narcotrafiquants de grande envergure, d'envergure mondiale. Ça faisait partie de cet excellent reportage qu'on a tous vu sur France 5 de Sophia Amara, qui malheureusement est passé inaperçu parce que le lendemain, tristement, il y a eu cet affreux tremblement de terre qui a fait plus de 40 000 morts en Syrie, en Turquie, et je pense que depuis, les nombres augmentent. La réelle question, c'est de quel Liban on rêve? Moi, je sais de quel Liban je rêve. Et je sais de quel Liban rêvent beaucoup de Libanais qui me ressemblent. Et qui viennent d'un peu partout, donc qu'on ne nous dise pas non plus que ce sont des visions sectaires, ou ce n'est pas le cas. Mais en gros, de quel Liban on rêve? On rêve d'un Liban où la jeunesse prend sa place entière et nous emmène dans un endroit plus sain, un renouveau, peuvent apporter un renouveau grâce aussi aux nouvelles technologies et à plein d'autres outils qu'ils ont à leur disposition. Et grâce aussi, j'espère, à un cerveau plus propre que le nôtre. D'ailleurs, je fais un appel à la jeunesse. Et je vous remercie de nous permettre cette plateforme pour pouvoir parfois lancer des messages comme ça. Je demande aux jeunes d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Je suis enseignante, j'en rencontre beaucoup, je donne des cours à l'Université Saint-Joseph de public speaking et j'enseigne entre autres les enjeux contemporains de la communication. Réfléchissez par vous-même, s'il vous plaît. Ne laissez ni vos parents, ni les partis politiques qui sont les plus forts dans votre région, ni les instances religieuses, quelle que soit votre religion, dicter votre manière de réfléchir. Ouvrez-vous, libérez-vous, rêvez. On a besoin de nouveaux rêves. On a besoin de rêves à la hauteur de la mesure de notre crise. On a besoin de grands rêves. Mais Madame Andraos, ces Libanais, ces jeunes dont vous parlez, ont essayé de rêver en 2019. Absolument. Ils sont descendus dans la rue. Bien sûr. Ils ont manifesté, ils ont dormi sous des tentes. Et au final, ils ont été blessés physiquement, on les a attaqués, on a essayé de justement museler ce mouvement de contestation. Pour eux, le chemin le plus simple, c'est de partir. C'est malheureux, mais ça fait aussi partie de ce plan machiavélique auquel je faisais allusion plus tôt. C'est la meilleure manière de tuer un pays, c'est de faire fuir sa jeunesse. Parce qu'on se retrouve avec des personnes âgées, et on en fait partie nous-mêmes, c'est-à-dire toute personne qui a plus de 50 ans aujourd'hui est considérée comme quelqu'un qui n'est pas source d'énergie créative, qui n'est pas bien. Je ne dis pas qu'on est inutile, ni incompétent, ni à jeter à la poubelle. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de ce plan machiavélique de vider le Liban de sa jeunesse, d'encourager les Libanais jeunes à partir quand ils le peuvent, de les pousser, pas même de les encourager, presque de les obliger? Parce qu'au final, je me mets à la place de ces étudiants, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Nous avions une séance en ligne parce que le ministère de l'Éducation a demandé à ce que les établissements scolaires et universitaires soient fermés hier, suite au tremblement d'avant-hier. Donc d'abord, sur 20 étudiants, j'en avais seulement 10 qui ont pu se connecter, parce que 10 n'ont pas la connexion qu'il faut. Des 10 qui se sont connectés, 2 étaient dans l'obscurité la plus totale. Et 3 autres étaient, eux, attelés sur un seul device, parce qu'ils n'en ont pas chacun un. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que en présence de cette absence de l'État total, parce que l'électricité, c'est du ressort de l'État, n'est-ce pas? La connexion Internet, c'est du ressort de l'État. D'ailleurs, intéressante manière d'évoquer la pauvreté que le PNUD a sorti il n'y a pas très longtemps, l'année passée je pense, c'est que la pauvreté ne se mesure plus uniquement
en termes de revenus d'un foyer ou d'un ménage, mais également son accès à l'électricité, son accès à l'eau, son accès à Internet, son accès à des services d'éducation, son accès à des services de santé, son accès à un logement digne de ce nom, etc. Il y a une dizaine de paramètres. Si on doit suivre cette définition, nous sommes tous pauvres au Liban aujourd'hui, tous. Donc pas juste les 60 ou 70% de gens desquels parlent presque tous les rapports qui semblent aujourd'hui... Tout à fait, qui évoque aussi la famine qui gagne du terrain au Liban. Donc ça répond peut-être à votre question, Serge. Quel Liban on veut ? À nous de décider. On veut un Liban de famine, de narcotrafic, de guerre, de pauvreté, de désolation, ou un pays phare dans ces secteurs phares qui ont été pendant très longtemps son secteur bancaire, son secteur éducatif, son secteur de santé. Mais qui a fait rayonner le reste de cette partie du monde dans ces secteurs-là pendant très longtemps ? Nous. Nous en sommes donc capables. Nous avons donc les talents qu'il faut pour. Alors, d'abord, essayez de nous entendre sur quel Liban on veut. Parce que je pense que tout le reste n'est que symptôme de notre grosse maladie. Notre grosse maladie, c'est que nous sommes très divisés sur la vision du Liban. Est-ce que c'est le Liban-Yémen, Liban-Syrie, Liban-Irak, Liban-Palestine ? J'aime imaginer que ce n'est pas le rôle du Liban. Madame Andraos, plusieurs députés de la contestation pointent du doigt ce fameux compromis de 2016 qui a, si vous voulez, conduit le Liban un peu à plonger dans le chaos. Est-ce que vous soutenez cette thèse ? Le compromis d'élection de Michel Aoun. Il y a sans doute une grande part de vérité. En tout cas, force est de constater que cette présidence ne nous a pas apporté beaucoup de bonheur. On va dire ça comme ça. Je pense que réellement, il faut aussi accepter l'idée que c'était un mandat qui a fait beaucoup de tort au Liban. Nous sommes devenus parias. Nous sommes devenus parias, nous sommes disputés avec notre environnement naturel arabe, nous sommes devenus pointés du doigt pour toutes les mauvaises raisons. Dans tous les sondages, dans toutes les études mondiales, surtout sur la santé mentale des jeunes, sur le facteur de happiness, comme ils appellent ça, le happiness index mondial, sur la transparence, sur la corruption, sur l'efficacité des services publics, nous venons dans les 5 derniers pays à chaque fois. Jusqu'à perdre son droit de vote à l'ONU aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter ceci ? Et à quel moment c'est devenu ça le Liban ? En pleine guerre, le Liban n'a pas été dans cette situation. Après, notre président de la République ne nous a pas menti sur une seule chose, il nous a promis l'enfer, nous y sommes. L'enfer judiciaire aussi, on l'a vécu ces dernières semaines, justement, ces tiraillements, cette division au sein du pouvoir judiciaire qui, au final, ne sert pas l'intérêt des victimes du 4 août, de ces familles qui cherchent la vérité continuellement. Vous étiez sur place, vous avez rencontré ces familles, vous êtes proche de ces gens. Que vous disent-ils ? Ils sont désemparés, ils sont désespérés, ils ne comprennent pas. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui a perdu son fils, sa fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son mari, sa femme, sans parler de son établissement, sa maison, tout ce qu'il a construit sur 2, 3 générations parfois, qu'en fait, ceux qu'on présumait être coupables ont été relâchés, ceux qu'on pense avoir été au courant, on n'a jamais pu les arrêter parce qu'ils refusent de se présenter, et qu'en fait, voilà, c'est un petit peu business as usual. Comment est-ce que c'est acceptable ? Et puis, où en est la loi sur l'indépendance de la justice ? Pourquoi est-ce que cette loi traîne dans les tiroirs du Parlement ? Combien c'est compliqué de se dire qu'on ne peut construire un État de droit qu'à l'ombre d'une justice indépendante ? Ce n'est pas très sorcier. C'est le b.a.-ba. Un enfant de 10 ans peut comprendre ça. Alors, c'est dans l'intérêt de qui, une fois de plus, cette division au sein de la justice, cette division politique, cette division au sein de nos secteurs phares, c'est dans l'intérêt de qui ? De ceux qui profitent d'une économie parallèle, de ceux qui fonctionnent avec des valises remplies de cash. Ce cash, il vient d'où ? Il vient du narcotrafic, il vient des moteurs, il vient des citernes, il vient de toute la marchandise qui part du Liban en Syrie et qui est vendue on ne sait trop comment et qui passe par les frontières on ne sait trop comment. C'est de là que vient tout ce cash. Et il va où tout ce cash ? Quelqu'un sait où il va ? Il est déclaré, c'est des sociétés, elles payent des taxes à l'État libanais, le ministère des Finances est au courant, la BDL est au courant. Est-ce que ce n'est pas là la source du blanchiment d'argent ? Et si oui, pourquoi est-ce que la justice a décidé que le blanchiment d'argent, c'était une affaire de banque ? On sait tous très bien que ça a été très compliqué depuis 15 ans jusqu'à aujourd'hui, dans tous les secteurs bancaires de la Terre,
de faire du blanchiment d'argent, parce que les Américains surveillent ça de très près et d'autres instances aussi. Par contre, on ne se pose jamais la question de savoir à qui appartient tout ce cash. Qui sont les gens qui détiennent tout cet argent? Et Qard el-Hassan, c'est quoi Qard el-Hassan? C'est une ONG? C'est une banque? Ce sont des usuriers? C'est quoi? Et comment ça se fait que ce soit la seule institution financière, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils sont totalement hors de la légalité, qui continue à ouvrir des branches, à l'heure où un secteur entier se fait assassiner tous les jours? Ce sont des questions à laquelle on va vraiment devoir répondre avec calme, avec recul, et avec un souci de la construction d'un État. Alors, si nous souhaitons réellement construire un État digne de ce nom, commençons par ces enquêtes-là. D'où vient tout cet argent? Qui le transporte? Où va-t-il? Qui il dessert? À quoi il sert? Et où est le rôle du Parlement, justement, dans tout ça? Où est le rôle du Parlement? Où est le rôle du ministère des Finances dans tout ça? Mais vous le savez mieux que moi, Serge. Moi, j'ai une toute petite entreprise. Si une année, j'oublie de file mon apport en taxes et en impôts, il vous tombe dessus en 2 temps, 3 mouvements, n'est-ce pas? Parce que bien entendu, on est déclaré et qu'ils ont des infos sur qui on est, qui sont les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la nature de l'activité de cette société. Est-ce que c'est le cas pour les autres? J'ai du mal. Donc, on est aujourd'hui dans 2 Libans. Un Liban qui a peur de la loi et un Liban qui ne se soucie absolument pas de la loi parce que tout son système est hors la loi. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est un gros problème pour un pays. Et en tout cas, ce que je vais vous proposer, Madame Andrao, c'est de regarder votre caméra et de vous adresser aux Libanais qui vous regardent sur le site d'ici Beyrouth et peut-être leur donner quand même une note d'espoir, quelque part, un peu, parce qu'il faut quand même poursuivre le chemin. Je voudrais dire aux Libanaises et aux Libanais qui m'écoutent sur la plateforme d'ici Beyrouth, au Liban et à l'étranger, parce que n'oublions pas que la grande majorité de Libanaises et de Libanais sont à l'étranger, on les salue d'ailleurs, et ils représentent aujourd'hui une des raisons pour lesquelles on n'a pas totalement collapsé, c'est parce que ce sont eux qui s'occupent de leur famille au Liban. De ne pas perdre espoir, d'abord parce que l'espoir est un devoir, ensuite parce qu'on est un petit pays plein de surprises, et puis surtout qu'on sait faire. C'est pas qu'on ne sait pas faire, on ne nous laisse pas faire, mais on sait faire. Et plus encore, et je conclurai sur ça, le Liban n'est pas un pays en faillite. On veut nous faire croire qu'il est en faillite. Il n'est pas en faillite. Le Liban est riche. Il est riche de certains de ses avoirs qui valent entre 8 et 10 fois ce qu'on les évalue aujourd'hui. Et ça, c'est selon de grands experts. Et il est riche de ces gens ici et de ces gens ailleurs. On va se battre, on va continuer à rêver parce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de rêver. Et on va trouver tous ensemble une solution viable pour l'avenir. Ça sera le mot de la fin. Asma Andrao, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'ici Beyrouth. Merci. Merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et activiste politique. Et merci à vous de nous avoir suivis sur icibeyrouth.com. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.